Nous sommes mardi 30 juin 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois sur nouveau rendez-vous du journal français, dont voici d'abord les titres. La nomination des généraux impliqués dans le dossier de crimes contre l'humanité est un message du régime d'Aïchimier qui s'engage à la guerre, mais les Burundais ignorent cette guerre dont ils ne voient pas l'importance et la société civile burundaise s'inquiète. La diplomatie rwandaise demande une collaboration au gouvernement du Burundi pour arrêter et traduire en justice le groupe armé qui a attaqué à la fin de la semaine dernière au sud du Rwanda. Et vous aurez droit de suivre le mini-magazine au cœur de la société pour découvrir l'élevage des porcs aux réfugiés burundais comme une activité économique très importante pour gagner les défis. Voilà pour les titres. Bienvenue. La nomination de certains généraux de la police du Burundi inquiète les défenseurs des droits humains au Burundi. Pacifique Ninahazo, président du FOCODE et de la campagne Ndondeza, donnait l'exemple de la nomination du général Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika au ministère clé du pays. Ce général a été cité dans plusieurs dossiers de crimes contre les opposants du régime du CNDD-FDD, entre autres le plan Safisha et les massacres de Gatumba de 2011. Pacifique Ninahazo. Le nom du général Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, est connu du public burundais essentiellement depuis 2009 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Ernest Manirumva, le vice-président de l'OLUCOM. C'est alors que les gens ont appris l'existence d'une haute personnalité de la police qui s'appelle Ndakugarika Jove Totiwe. Ce nom fait peur depuis, et depuis ce moment, le nom a été cité dans beaucoup d'autres crimes qui ont marqué le régime Nkurunziza. En 2010, avec les opérations Safish contre les militants du FNL d'Agatongwassa. En 2011, dans l'attaque de Gatumba, là aussi le nom d'Ondirakobucha a été cité. Bien sûr, dans le cadre de la répression en cours depuis 2015, c'est d'ailleurs à ce moment-là que Gervais Ndirakobucha a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique, par l'Union européenne, par la Suisse, pour violation grave de droits humains. Dans le cadre de la campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi, le nom de Gervais Ndirakobucha a été cité dans un certain nombre de dossiers. Et le plus emblématique, c'est la disparition forcée du président du parti Nadebu, Hugo Aramategeko, depuis mars 2016. Vous vous souvenez que la garde de Gervais Ndirakobucha est allée arrêter très tôt le matin Hugo Aramategeko à sa résidence, qu'il l'a transporté dans le véhicule de fonction de Gervais Ndirakobucha et que depuis ce moment, Hugo Aramategeko est introuvable. L'autre chose à dire sur cette situation, c'est que jusqu'ici, Gervais Ndirakobucha a travaillé dans l'ombre. Il a travaillé dans l'ombre d'autres personnalités fortes. D'abord comme directeur général adjoint de la police nationale, mais à l'époque, on savait déjà que c'était en réalité lui-même le véritable patron de la police. Ensuite, comme directeur chef de cabinet du général Adolphe Nshimirimana au service national de renseignement. Ensuite, chef de cabinet civil du président de la République. Tout récemment, il avait été propulsé chef du service national de renseignement. Mais à tous ces postes, c'est vrai, on connaissait le nom de Gervais Ndirakobucha, mais on n'entendait jamais la voix de Ndirakobucha. Maintenant, il vient dans les Lumières, on va connaître comment pense réellement la façon de penser de ce général dont le nom fait réellement peur au Burundi. Le pouvoir du général Evariste Ndayishimiye se préparerait pour un combat qui n'est pas connu des Burundais. La nomination des personnalités sous sanction de certaines puissances en est la preuve, encore une fois, Pacifique Ninahazo. Et le fait d'amener Gervais Ndirakobucha comme un super ministre qui contrôle au moins 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique, donc la police, et le ministère du Développement communal, plutôt développement communautaire. Je pense que c'est l'ancien ministère du Développement communal. Probablement qu'on va lui ajouter aussi la décentralisation. Il faut bien vérifier tous les départements qui rentrent dans ce grand ministère pour un ministre dont on a fait peur au public. C'est un très proche
proche de Bunyoni. Cela signifie en réalité que l'une des priorités du régime Évariste Ndayishimiye, ce sera la répression de l'opposition. Il faut faire taire absolument cette opposition qui a marqué des points, des pas au cours de la campagne électorale récente. Et là, j'ai cette impression qu'au lieu de répondre aux aspirations du peuple burundais exprimées à travers la campagne d'Agathon Rwasa, et le pouvoir prend la priorité d'agir, de réprimer pour que, à la fin de cette législature, ce parti n'existe plus ou n'ait plus d'influence. Et c'est cela la réponse visiblement qu'ils vont donner au parti CNL. C'est aussi que c'est un régime qui va surveiller drastiquement la population burundaise, mais la configuration et les nominations au poste clé de ce gouvernement posent une autre question. Il nous semble que c'est un gouvernement de guerre. Et là, la question c'est la guerre contre qui? C'est un gouvernement dominé par un certain nombre de personnalités qui sont plus connues comme des durs ou comme des extrémistes sur des questions ethniques. D'autres qui ont déjà exprimé des points de vue controversés sur le Rwanda. Là, il y a lieu de se poser pas mal de questions sur ce que va faire ce gouvernement. La suppression du ministère de la bonne gouvernance au Burundi montre que le nouveau gouvernement qu'il n'a pas la volonté de lutter contre les malversations économiques et la corruption. Le constat est de Maître Gustave Niyonzima, vice-président du CAVIB, coalition des avocats des familles et des victimes auprès de la CPI. Maître Gustave Niyonzima regrette que cela se passe ainsi au moment où le Burundi vient d'être classé le tout dernier pays pauvre du monde. Gustave Niyonzima. Quant au ministère de la bonne gouvernance, le dit ministère n'est plus. Il a été mis au rencard. Ce qui nous montre que le pouvoir actuel ne veut pas être inspiré de la naissance ou de la renaissance d'un état de droit basé sur le respect des droits de l'homme, basé sur le respect et le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, basé sur la bonne gestion de l'administration étatique, basé sur la lutte contre la gabégie, la lutte contre la corruption, le népotisme. Et on voit qu'il n'y a aucun changement par rapport à la formation de ce gouvernement. Surtout que le Burundi est toujours cité comme le pays le plus pauvre par les rapports de la Banque mondiale, le pays le plus corrompu, le pays où il n'y a aucune sévérité par rapport aux crimes économiques, ce qu'on appelle les crimes encore blancs. Mais aussi, dans ce gouvernement, il y a même des ministres qui sont toujours pointés du doigt, qui sont accusés par ces crimes économiques, la malversation du trésor public. Et donc il y a de la cacophonie, il y a, comment dirais-je, il n'y a aucune attente par rapport à un changement qui était tant voulu par les Burundais et pris du respect de la loyauté. Le 30 juin 1960, 30 juin 2020, voilà 60 jours pour jour que le Congo-Zaïre s'est accédé à l'indépendance. Le pays venait ainsi de se défaire de la colonisation belge. La domination de la Belgique venait de durer 75 ans. Et pour la première fois, le roi belge Philippe a écrit une lettre dans laquelle il présente ses plus profondes excuses au peuple congolais. Le texte parle de souffrance et d'humiliation pendant cette triste période. Par ailleurs, une commission parlementaire est annoncée dans les prochains jours pour se pencher sur le passé colonial belge. Après l'attaque des hommes armés en provenance du Burundi au sud du Rwanda dans la nuit de vendredi dernier, le ministère rwandais des Affaires étrangères a adressé une correspondance au gouvernement du Burundi pour lui demander de lui prêter main forte pour arrêter ceux qui ont attaqué le pays. Le Rwanda a confirmé qu'il se sont repliés vers le Burundi après l'attaque. 4 d'eux ont péri dans cette attaque, 3 autres ont été capturés par l'armée rwandaise. Le Rwanda demande que ces assaillants soient traduits en justice, à défaut qu'ils soient extradés au Rwanda afin qu'ils répondent à des responsabilités. Après
le communiqué de l'armée rwandaise sur cette attaque. L'armée burundaise a sorti un communiqué où il a réfuté sa responsabilité dans cette attaque, bien que l'armée rwandaise ait saisi quelques objets de ses assaillants, y compris les boîtes de conserve avec une étiquette de l'armée burundaise. Place de la synergie des médias du Mini Magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, ce magazine parle de l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'élevage des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda. À la présentation, Thierry Bigirindavi. Au début de cette année, nous vous avons parlé des éleveurs du petit bétail du camp de réfugiés de Mahama. L'élevage avait prospéré, même s'ils avaient aussi d'innombrables défis à relever. Aujourd'hui, nous nous rendons encore une fois dans ce cas de Mahama pour voir comment ces éleveurs ont subi les conséquences de la crise sanitaire et économique due au coronavirus. Cette crise qui frappe le monde entier n'a pas épargné le Rwanda, le pays hôte. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui vous est présenté par Thierry Bigirindavi. Bienvenue. Les réfugiés burundais de Mahama font l'élevage de poules, de porcs ainsi que l'élevage de lapins. Il y a 6 mois, nous les avons visités à l'est du Rwanda, dans le district de Kirehe. Après, ces éleveurs ont créé une coopérative qu'ils ont appelée Ntucikinege. Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba leur a rendu visite. Avec un sentiment de désespoir, cette voix est celle d'un des réfugiés burundais qui pratiquent l'élevage des poules. Il affirme que la pandémie du coronavirus a beaucoup impacté leur projet. Le manque d'alimentation et les médicaments ont poussé cet éleveur à vendre les poules qu'il possédait. J'ai vendu la plupart des poules pour ne pas tout perdre, parce que je ne pouvais pas m'approvisionner en médicaments. Pire encore, je ne pouvais pas acheter d'autres poules. Maintenant, nous utilisons le peu de moyens que nous avons pour prendre soin de ce petit effectif de poules qui nous reste. Même son de cloche pour les éleveurs de porcs. Les porcs qu'on avait ont été attaqués par les maladies. Plusieurs sont morts sans qu'on puisse même les vendre. Pour sauver ce qui restait dans l'élevage des poules, ces éleveurs ont opté de travailler ensemble. Aujourd'hui, il ne leur reste que 43 poules. Pour le moment, ils ne peuvent pas jouir des bénéfices de leur projet. Nous gagnons peu quand nous vendons les œufs au marché. Par exemple, les poules pondeuses sont autour de 30, équivalent à 30 œufs par jour. Le coût de l'alimentation varie entre 40 000 et 50 000 par mois. Pratiquement, nous obtenons par mois un bénéfice qui varie autour de 10 000 et 15 000 à la fin du mois. C'est vraiment peu, étant donné que nous sommes une association. Pour ces éleveurs, les projets ne manquent pas, mais les moyens insuffisants restent leur problème majeur. Ils aimeraient développer cette pratique d'une façon moderne en ajoutant d'autres petits bétails comme les lapins, les porcs et les chèvres. Ces éleveurs de Mahama ne se sont pas résignés, même s'ils ont été ruinés par la terrible pandémie de coronavirus. Mbazumutima Jérôme est l'un de ces éleveurs. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Votre premier passage ici a permis de porter loin notre voix. Il y en a qui nous ont approchés et nous ont conseillé de travailler en association. Nous avons déjà créé une association. Nous attendons des sponsors promis, mais entre-temps, le fait de travailler en association nous permet de bien garder nos porcs, poules et lapins. Ça nous permet aussi de nous entraider mutuellement. La représentation des réfugiés dans ce camp de Mahama ne ménage aucun effort pour sensibiliser les réfugiés dans ce sens d'entreprendre de petites activités génératrices de revenus. Bosco Nukubishatse est le représentant des réfugiés du camp de Mahama. Vous savez qu'ici, un réfugié ne reçoit que 7 100 francs par mois. C'est très peu.
Mais si vous faites d'autres activités comme le commerce des tomates, etc., ça permet de survivre. Quand on est en exil, on apprend beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sensibilisons souvent les réfugiés pour qu'ils s'intéressent aux activités génératrices de revenus, que ce soit le commerce ou l'élevage, pour faire survivre leur famille. La terrible pandémie de coronavirus a anéanti les éleveurs du petit bétail du camp des réfugiés de Mahama. Le confinement qui les a empêchés de s'approvisionner en nourriture et en médicaments a coûté cher aux éleveurs. Voilà, c'est par ce mini magazine que je mets un peu final ce journal. Et merci de l'avoir suivi. À la prochaine.